Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 14e rencontre du genre autour des stéréotypes de sexe et de leur possible déconstruction dans la littérature jeunesse. Un sujet qui me tenait à cœur car il permet de répondre à nombre de constats dressés lors des précédentes rencontres du genre quant à l'importance de ce qui se joue dans l'enfance et auquel il est difficile de remédier au niveau de l'université. C'est le cas notamment en matière d'orientation et de parcours universitaire qui demeurent fortement genrés, avec des jeunes femmes qui choisissent les filières littéraires et tertiaires et les jeunes hommes qui choisissent des parcours parfois très différents qui les amènent vers les mathématiques et l'ingénierie. Pour une analyse plus fine des cohortes étudiantes de l'UVSQ, je vous renvoie à la page de la mission parité sur le site de l'UVSQ qui vient d'être actualisée sur ce point. Notre rencontre aujourd'hui a été rendue possible par la collaboration d'un grand nombre d'intervenants et d'intervenantes que je tiens à remercier chaleureusement, l'autrice et l'illustratrice de l'album J'aimerais te parler d'elle et leur éditeur Albin Michel à travers la personne de Charlotte Jaillot qui nous ont gracieusement donné les droits pour réaliser l'exposition qui est actuellement dans le hall de la BU mais qui a vocation à circuler sur les différents campus de l'université de Versailles-Saint-Quentin et également de l'université Paris-Saclay. Je souhaiterais également remercier Nathalie Vatrin, directrice de la bibliothèque universitaire qui nous a ouvert ses portes, et plus particulièrement Armelle Rigaud, qui a pris en main l'installation de l'exposition et la communication autour de celle-ci. Je remercie également les collègues de l'ESPE et des sciences sociales, en particulier Christine Hamelin, Stéphane Ginouillac, Anne-Laure Le Gouic et Emmanuel Villaret, qui ont réuni notamment un public de futurs professeurs des écoles, avec un E et sans E, à qui cette rencontre du genre est particulièrement destinée, puisqu'ils et elles sont amenés à devenir des prescripteurs et des prescriptrices de lecture importants dans la vie intellectuelle des enfants dont ils auront la charge. Je suis également très reconnaissante à notre conférencière Sylvie Cromer et à l'autrice et à l'illustratrice de J'aimerais te parler d'elle, Sophie Carquin et Pauline Duhamel, pour avoir accepté mon invitation. Elles sont les unes et les autres les personnes ad hoc pour aborder ce sujet. Sylvie Cromer est sociologue, elle a beaucoup travaillé sur l'égalité des sexes à l'école, le sexe abusivement attribué aux jouets et naturellement les représentations du masculin et du féminin dans la littérature enfantine et leur rôle dans la construction du genre. Elle est actuellement directrice de l'Institut du genre, un groupe d'intérêt scientifique qui a vocation à fédérer les études de genre sur le territoire national et à soutenir les initiatives dans ce domaine. Sophie Carquin est autrice et journaliste. Elle a écrit plus de 200 histoires, contes et romans pour enfants, traduits en plusieurs langues. En 2005, elle a remporté le prix Griffe Noire avec Petites histoires pour devenir grand chez Albin Michel. La défense du droit des femmes lui tient particulièrement à cœur. Elle a entre autres écrit 3 romans pour jeunes lecteurs et lectrices sur ce sujet chez Talent Haut, ainsi que le scénario du roman graphique Simone de Beauvoir, Une jeune fille qui dérange, chez Marabule. Pauline Duhamel est autrice et illustratrice. Elle a illustré une 50aine de livres pour enfants, notamment Ma mère et mère et La bonne culotte chez Talent Haut, une maison d'édition connue pour son engagement contre les discriminations, notamment sexistes. Pauline Duhamel est aussi l'autrice de 2 livres, 10 petits écoliers et Ma vie de licorne. L'album J'aimerais te parler d'elle a retenu mon attention car il réinvente un genre littéraire, la biographie collective, fréquemment utilisée dans l'histoire pour redonner aux femmes leur place dans l'histoire mainstream ou les défendre dans le cadre de débats récurrents sur l'égalité-inégalité des sexes. Parmi les illustres figures du genre, on peut citer Plutarque et son traité Vertu de femme, ou encore Boccace et son traité sur les femmes célèbres du XIVe siècle. Le genre fleurit en France au XVIe et au XVIIe siècle, en particulier pendant la régence d'Anne d'Autriche. Et pour ne citer que quelques titres, la Galerie des Dames illustres de François de Grenaille en 1642, La femme héroïque du père Jacques Dubosc en 1645, ou la Galerie
des femmes fortes de Pierre Lemoine en 1647. Le terme de galerie est à souligner dans ces titres car il évoque l'adossement des textes et de la biographie collective à une iconographie. Et il est un fait que ces recueils de femmes fortes étaient illustrés par les plus grands graveurs de l'époque, mettant en acte une transversalité des modes d'expression pour asseoir leur message, ou plus largement leur idéologie, exactement comme l'album J'aimerais te parler d'elle le fait. Le message véhiculé par ces premières biographies collectives de femmes n'est cependant pas aussi féministe ou antisexiste que l'on pourrait le présumer au premier regard, notamment parce que les personnages illustres mentionnés se sont illustrés par leur respect inconditionnel des normes sociales de sexe et qu'ils sont érigés en modèle pour enjoindre les femmes ordinaires à suivre des exemples de dévotion, d'amour filial, conjugal ou maternel. Ce n'est pas vrai de toutes, et on peut évoquer ainsi les biographies collectives qui, dès le XVIIe siècle, défendent l'idée d'une égale appétence et compétence pour le savoir chez les hommes et chez les femmes. Quoi qu'il en soit, ce modèle demeure écrasant. Ces modèles de femmes demeurent écrasants par leurs origines sociales, rarement populaires en dehors de Jeanne d'Arc, écrasants par leur réalisation précisément remarquable, extraordinaire ou carrément monstrueuse, le monstrueux étant étymologiquement ce que l'on montre. La dynamique qui a animé les rencontres du genre jusqu'à aujourd'hui a été précisément de ne pas trop mettre l'accent sur le sommet visible de l'iceberg. Nous nous sommes intéressés par exemple aux dizaines de femmes du laboratoire Marie Curie plutôt qu'à l'icône Marie Curie. Nous nous sommes intéressés aux femmes entrepreneuses qui sont plus souvent à la tête d'une entreprise individuelle qu'à la tête des entreprises du CAC 40. Il me semble que c'est également la dynamique de l'ouvrage J'aimerais te parler d'elle qui, par le biais du petit encart « Comme elle, j'aimerais te dire », ramène à la portée des enfants et de leur mère et de leur père les aspirations d'émancipation et d'égalité. C'est aussi, à mon sens, l'effet des illustrations de Pauline Duhamel qui met en image la femme illustre dans l'enfance ou en train de surmonter des obstacles physiques ou symboliques, pas dans une posture de victoire absolue, modèle de la réussite qui ne laisse de place ni à l'échec, ni à la réussite modeste. Il ne s'agit pas ici de vouloir réserver aux hommes la panthéonisation physique ou symbolique, il s'agit seulement de ramener l'égalité des sexes à l'échelle de la norme. Nous aurons l'occasion d'en reparler au moment de la table ronde, mais auparavant, je cède la parole à notre conférencière Sylvie Cromer pour qu'elle nous accompagne dans notre réflexion sur les pratiques professionnelles visant à proposer des bibliothèques non sexistes. Merci d'abord de cette invitation à ces 15e rencontres, donc 14e rencontre du genre. Effectivement, pour cette rencontre, je vais vous proposer 2 temps dans la réflexion. D'une part, faire le bilan de recherches qui ont été menées avec plusieurs équipes que j'aurai l'occasion de citer. Et d'autre part, vous proposer une réflexion sur ce que pourrait être une bibliothèque non sexiste. En introduction, rappelons quand même que les enjeux sont très importants. D'abord, rappeler que c'est une question qui n'est pas nouvelle, que s'interroger sur les stéréotypes de sexe dans la littérature de jeunesse, eh bien c'est une question qui remonte au moins aux années 70. Et à cette époque-là, il y a eu beaucoup d'études de par le monde, notamment initiées par l'UNESCO, parce qu'on considérait que ces stéréotypes liés au sexe pouvaient être une des causes du maintien des inégalités entre les hommes et les femmes. Alors cette question ancienne, elle est renouvelée aujourd'hui avec cette interrogation qu'on se pose, comment faire advenir l'égalité réelle. On sait que sur le plan formel, en France en tout cas, il y a égalité entre les hommes et les femmes, mais qu'en est-il et comment faire pour avoir une égalité réelle dans la société d'aujourd'hui, que ce soit par exemple dans le travail, au niveau de l'accès aux mêmes postes, au même salaire,
Et puisque c'était il y a quelques jours, le 25 novembre, la journée de lutte contre l'éradication des violences faites aux femmes, par exemple, pour faire reculer cette question des violences qui est très prégnante dans notre société, notre démocratie, qui est pourtant en paix. Alors, puisque le public est particulier avec de futurs enseignants, enseignantes, c'est une question éducative professionnelle de taille, puisque dans le code de l'éducation, il y a la transmission de connaissances, mais aussi la transmission de valeurs. La valeur égalité, c'est une valeur cardinale. Comment transmettre cette valeur égalité ? Alors, on se rend compte que, et là les études depuis les années 2000 sur la socialisation des plus jeunes le montrent, que à la fois on a un consensus national et international sur la nécessité de l'égalité, et on a des textes, comme je le rappelais, et en même temps, on se rend compte que l'enfance et la petite enfance jouent un rôle clé dans la socialisation et de la construction de la différence des sexes. Alors, en quelques mots, on se rend compte que la socialisation aujourd'hui des plus jeunes et des moins jeunes, cette socialisation, elle reste une socialisation différentielle entre les sexes, une socialisation sexuée. Alors, pour rappeler en 2 mots ce qu'est la socialisation, il suffit de se rappeler de l'histoire de Pinocchio, puisqu'on est en littérature de jeunesse. Pinocchio, vous vous souvenez, c'est l'histoire d'une marionnette construite par Geppetto un soir de nostalgie. Et cette marionnette va s'animer, c'était l'époque où il y avait encore des fées, donc il y a une bonne fée qui anime cette marionnette. Et ce roman de Collodi, qui est très long et qu'on lit encore aux enfants, qu'on fait encore lire aux enfants, il était dans la liste de littérature jeunesse 2002 de l'éducation nationale, va passer par toute une série d'épreuves pour, à la fin du livre, devenir un vrai petit garçon. Un vrai petit garçon. Pourquoi il devient un vrai petit garçon ? Parce qu'il a intégré les normes et les valeurs de la société dans lequel il vit. Et donc, il va pouvoir devenir un véritable être social et donc un vrai être humain. C'est la leçon qu'on donne aux enfants. Alors, entre-temps, il aura fait beaucoup de bêtises, il n'aura pas respecté son père, il aura volé, il aura triché, etc. Donc, pour donner une définition simple, la socialisation, c'est la façon dont on forme et transforme les individus, en sachant que ça ne concerne pas que les premières années, mais évidemment que ça dure tout au long de la vie, que c'est interactif. C'est à la fois quand on veut socialiser, mais on fait aussi à notre corps défendant, que c'est interactif parce que l'enfant, le plus jeune ou le moins jeune, a une part active. Alors, évidemment, la socialisation primaire des premières années joue un rôle important parce que ça va être les premières influences qui vont servir de filtre à l'expérience. Et je vous rappelle que ces modalités de socialisation, elles sont très variées, et notamment elles passent par le corps. On dit bien qu'il y a incorporation. Comme disait Bourdieu, le corps sert de pense-bête. Et c'est une incorporation qui se fait de manière clandestine, mine de rien, comme on pourrait dire. Il y a évidemment les discours, mais il y a aussi ce qu'on ne dit pas, quand on ne reprend pas des propos qu'on entend, etc. Il y a les pratiques. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Je vous rappelle un ouvrage clé du côté des filles. Et puis, il y a toutes les interactions, les injonctions, parce qu'on va avoir vis-à-vis des enfants des attentes, des projections. Alors, cette socialisation, elle va fonctionner aussi avec des modèles, des stéréotypes, des représentations de manière plus générale. Et puis, quand ça ne fonctionne pas, eh bien, on peut utiliser la violence, et notamment cette violence de genre pour tenter de normer les individus. Alors, c'est dans ce cadre il y a maintenant de nombreuses années, on s'est intéressé, dans le cadre de cette socialisation,
aux représentations du masculin et du féminin. Donc vous voyez que c'est une des modalités de socialisation. Tout d'abord dans la littérature de jeunesse, et puis on a élargi à d'autres vecteurs périphériques de socialisation. Alors ce travail, il a commencé d'abord au sein d'une association qui s'appelait du côté des filles, et il a été mené avec Carole Brugel et Isabelle Cromer sur les albums illustrés. Alors quand on a lancé cette étude, on savait que ce n'était pas une étude originale, puisque comme je vous le disais, dans les années 70, il y avait eu ce type d'études menées en France, mais aussi dans plein de pays. Et André Michel, d'ailleurs, je vous conseille l'ouvrage, j'imagine qu'il est à la BU, ou en tout cas, il est accessible sur Internet, Non aux stéréotypes. André Michel, sociologue bien connu, avait compilé ces études menées, et ce qu'il apparaissait, avec des variations bien sûr, c'est que premièrement, le masculin et le féminin n'étaient jamais sur un pied d'égalité dans la littérature de jeunesse ou les manuels scolaires, puisque certains pays s'étaient intéressés aux manuels scolaires. Que deuxièmement, non seulement donc quantitativement, mais qualitativement, ces deux sexes représentés n'étaient pas sur un pied d'égalité, puisque le masculin était toujours valorisé. Donc il y avait non seulement une bipolarisation entre les sexes, que faisait l'un des sexes, l'autre ne le faisait pas, et troisièmement, le masculin était toujours valorisé. Donc ce type d'étude avait été faite, nous l'avons repris sur les albums de 1994, mais cette fois-ci en mobilisant le concept de genre, c'est-à-dire en s'intéressant à la fois aux personnages féminins, mais aussi aux personnages masculins, et en utilisant une méthode quantitative. L'idée, c'était pas seulement de compter les personnages, mais aussi de regarder leurs qualités, leurs actions, leurs interactions, avec qui agissent-ils, et éventuellement leur posture, etc. Et comme il y avait beaucoup de doutes à l'époque, donc on est dans les années 90, il y avait beaucoup de doutes sur ce type d'études, parce que justement, on s'était dit, on en a parlé dans les années 70, il y a eu des textes, éventuellement des circulaires de l'éducation nationale, donc il n'y a plus de problème. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de mener une étude quantitative, et en prenant l'exhaustivité de la publication d'albums pour les 0-9 ans, vous le voyez, et on a été amené à étudier 537 albums. Alors aujourd'hui, si on voulait refaire cette étude, parce que vous pourriez me dire oui, mais c'est les études de c'est les albums de 1994 qui étaient publiés pour la première fois, donc on a laissé de côté tout ce qui était les contes, les rééditions, etc. Oui, mais les choses ont changé, etc. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que le secteur de l'édition, vous le savez comme moi, a augmenté considérablement, et qu'on n'en serait plus à une première publication de 537 albums. Puis on a continué, je vous ferai évidemment, je vais après vous présenter les résultats et une synthèse de ces résultats, mais on a continué sur cette méthode, avec cette même méthode, à examiner d'autres corpus, toujours avec des équipes à géométrie variable, mais notamment toujours avec Isabelle Cromer et Carole Brugel. Alors on s'est lancé après dans la liste de littérature de l'éducation nationale. Il y avait une entrée officielle de la littérature dans les programmes de l'éducation nationale, avec des programmes d'accompagnement qui étaient particulièrement détaillés sur cette question de transmission de valeurs. Et donc, on trouvait légitime, puisque l'éducation nationale insiste sur la nécessité de transmettre des valeurs, de se poser la question, qu'en est-il de la transmission de valeurs égalité ? Et donc, vous voyez, là, c'est 128 œuvres qui ont été étudiées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre outil de socialisation important, les magazines pour enfants, qui sont le pendant
et la presse magazine. Alors en plus c'est tout à fait l'actualité puisqu'il y a Montreuil actuellement, et vous savez que c'est le salon de la littérature et de la presse, a tout un discours très important sur l'éducation à la citoyenneté par la presse. Donc on a étudié aussi tous ces discours, et on a étudié la presse, j'allais dire mixte, à la fois destinée aux filles et aux garçons, entre 2000 et 2004, des 4 éditeurs principaux. Puis, comme vous le voyez, les spectacles jeunes publics et les manuels scolaires, finalement, qu'on a étudiés un petit peu plus tard. Alors, ça prendrait des heures à vous raconter tous les détails des résultats. Je vais vous faire une synthèse de ces résultats. D'abord, on se rend compte, et vous le savez, puisque vous travaillez sur le sujet, c'est que le personnage joue un rôle clé dans toutes ses œuvres pour les enfants. Il va jouer un rôle clé, et on va présenter, que ce soit dans les spectacles jeunes publics, dans les manuels, dans la littérature de jeunesse, on va présenter soit un enfant qui a l'âge du lecteur ou de la lectrice, et favoriser l'identification, soit on présente des personnages adultes pour que l'enfant, justement, se projette. Alors, il y a une chose qui est très claire, c'est que dans tous ces outils pédagogiques ou parapédagogiques, eh bien, le nombre de personnages est très important, et grâce à une étude quantitative, eh bien, il était possible d'étudier. Donc là, j'ai encore mis que le nombre de protagonistes, c'est-à-dire personnages principaux, personnages secondaires. On a également étudié les personnages figurants, ce qui monte encore de manière plus importante. Donc vous avez à la fois l'âge du lectorat, vous voyez, qui est très variable, le nombre d'unités étudiées et le nombre de protagonistes. Alors j'insiste toujours là-dessus, enfin surtout les premières années où on présentait les études, pour montrer, et surtout que je vais vous donner quelques illustrations pour vous montrer que ça ne repose pas sur l'étude de quelques personnages, mais que ça repose sur une étude de population, comme on pourrait le faire dans la réalité, une étude de population importante. Alors, on se rend compte, dans ces ouvrages, qu'il y a deux catégories sociales importantes, c'est le sexe et l'âge. Alors, sauf dans les personnages figurants, où parfois on ne voit pas bien le sexe, parce que c'est très loin, c'est très petit, etc., où on ne voit pas l'âge. Mais sinon, nos personnages sont sexués et ont un âge. Alors, première remarque intéressante, c'est que selon le type d'ouvrage, selon le type de vecteur de socialisation, soit on a concernant l'âge, soit on a une égalité entre le nombre de personnages adultes et enfants. C'est le cas par exemple des albums illustrés qui s'adressent donc aux 0-9 ans, c'est-à-dire qu'effectivement on a autant de personnages adultes que de personnages enfants. Si vous y réfléchissez, on va voir effectivement des parents avec leurs enfants, etc. Donc, il y a un équilibre. En revanche, dans les récits pour l'éducation nationale, qui s'adressent à des plus âgés, on met plus généralement en scène des adultes. Les magazines, pour ces 0-6 ans, en revanche, c'est plutôt des personnages qui ont l'âge du lecteur. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que cette part des enfants, elle est variable. Elle est variable en fonction du type d'outil. En revanche, il y a une constante, c'est que la part des filles ou des femmes, c'est-à-dire la part des personnages de sexe féminin, elle est toujours minoritaire. Au mieux, vous voyez, on a dans les albums illustrés 40% de personnages de sexe féminin, donc contre 60% de personnages de sexe masculin. Et alors, j'allais dire, ce qui était deux résultats particulièrement étonnants, dans les récits de l'éducation nationale, comme vous le savez, on a une scolarisation à l'école primaire de 100% des élèves, et il y a autant de filles que de garçons sur les bancs de nos écoles, eh bien, on a dans les récits que 31% de personnages de sexe féminin. Donc les enfants pouvaient lire des livres
où il y a très peu de personnages féminins, voire pas du tout. On en a trouvé où il n'y a que des personnages masculins. Alors, c'est pas grave si on en lit d'autres où il y a aussi des personnages féminins. Et là aussi, chose étonnante, nos manuels scolaires de l'époque, c'est 2008. Alors, vous pourriez me dire, non mais c'est des vieilles... c'est déjà des vieilles études, etc. Sauf que le Centre Hubertine-Auclair a continué à faire des études en utilisant ces mêmes grilles d'analyse sur différents manuels. Vous pouvez les retrouver sur leur site. Et que, effectivement, les choses ne changent pas aussi vite que ça. Il ne suffit pas de dire, non, mais ça ne va pas, il n'y a pas assez de personnages féminins, il n'y a pas un équilibre. Et eh bien, on a toujours un déficit de personnages féminins. Ce qui fait que si on classe en croisant le sexe et l'âge, ça fait 4 catégories, les hommes, les femmes, les filles et les garçons. On se rend compte que le personnage majoritaire, c'est toujours un homme ou un garçon. Alors par exemple, dans les spectacles jeunes publics, où il y a peu d'enfants mis en scène, pour des raisons notamment de mise en scène, on a 45% des personnages qui sont des hommes. Donc la possibilité de voir un personnage féminin est rare. Et le personnage minoritaire est toujours un personnage de sexe féminin qui arrive en 4e position. Et j'allais dire, dans les manuels scolaires, on avait relevé que 5%, les manuels scolaires, c'est les images, ici, les images de manuels du primaire, de mathématiques. Et vous savez qu'en France, il y a un petit problème sur les matières scientifiques. On ne relevait dans les images que 5%. 5% de femmes. Alors que, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans les manuels? Dans les manuels, qu'est-ce qu'on représente? On ne représente pas que de la géométrie, des choses abstraites, pour égayer l'enfant, retenir son attention. Je ne sais pas si c'est efficace. On met beaucoup de petites images, et notamment qui représentent des écoliers, des écolières, ou des maîtres et des maîtresses. Enfin, aujourd'hui, on dit professeurs des écoles. Et comme vous le savez, dans la réalité, il y a beaucoup de professeurs qui sont des professeureux, et pourtant, elles ne sont pas beaucoup, donc elles sont très peu mises en scène. Pas beaucoup, elles sont très peu mises en scène. Ce qui nous permet d'avoir tout de suite cette remarque que ce qui est montré, que ce soit la littérature de jeunesse, c'est pas forcément, et ce n'est pas du tout, un reflet de la réalité. Mais c'est plutôt une mise en forme d'un ordre social qu'on cherche à légitimer. Alors on pourrait dire pourtant, mais la littérature de jeunesse, soit ça montre des réalités, soit ça veut développer l'imaginaire. On se rend compte que du point de vue de l'égalité des rôles des hommes et des femmes, des filles et des garçons, ça ne développe pas l'imaginaire, et qu'au contraire, ça renforce un ordre social inégalitaire. Alors, pour ne pas vous assommer avec des tableaux de chiffres, j'ai choisi d'illustrer. Alors vous allez me dire que ce n'est pas ça que vous lisez, que vous allez faire lire aux enfants dans les classes et les écoles, mais j'ai pris le parti d'utiliser des images d'un ouvrage Petit ours brun, qui est très connu depuis les années 80, si je ne m'abuse, et c'est des images qu'on retrouve sur le site encore de Bayard. Comment se construit ce système de genre, c'est-à-dire inégalitaire, avec une asymétrie entre les sexes et une valorisation du masculin? Il y a d'une part, ce que je viens de vous montrer, beaucoup plus de personnages masculins, ce qui fait que ça nous engage à choisir les livres pour rétablir au fur et à mesure un équilibre. Le deuxième, j'allais dire la deuxième pierre de l'édifice de la construction du genre, c'est que le féminin, qui est minoritaire, est altérisé. Alors, il est altérisé notamment parce qu'il a des attributs spécifiques, comme la robe, la jupe, alors pas ce qui concerne Petit ours brun, mais les personnages humains, des cheveux longs, etc., qui caractérisent, alors que statistiquement, on n'a pas retrouvé d'autres attributs qui caractériseraient le masculin. Donc, le féminin, il est particulier. Et là, vous constatez en plus que Petit ours ou rousse, elle est derrière. Alors vous allez me dire, mais Petit ours brun, c'est le héros. Donc elle porte du rose, elle est derrière, elle a une jupe. C'est important
parce qu'on va se rendre compte que l'idée, c'est que le masculin va représenter l'universel, le personnage universel, pas le féminin. De même que les personnages qu'on veut ethniciser, hein, qui vont avoir un trait, alors qui vont être hyper minoritaires, qui vont avoir un trait particulier, ce qui fait qu'ils ne vont pas avoir vocation à représenter l'universel. Troisième étape de cette construction du genre, c'est que depuis ces critiques des années 70, hein, notamment des critiques féministes qui considéraient que le masculin n'était pas forcément montré dans tous les rôles, et notamment le père, on a ce qu'on a appelé une expansion sociale du masculin. C'est-à-dire qu'on a le père, vous voyez, classique, dans son fauteuil bunker, bon, qui a accès à l'information, au monde. Il se repose parce qu'il est très fatigué. Hein, je vous montrerai après des images. Mais vous avez aussi un père plus moderne, qui est à la cuisine et qui aide petit ours brun, etc. Un père qui joue avec son enfant. Et dans les livres, ce qu'on trouve, c'est des pères qui jouent avec les fils, et notamment physiquement. Ça, vous n'avez jamais ça, un père qui va jouer de cette manière-là avec sa fille. Donc vous voyez, c'est l'expansion, c'est-à-dire on se rend compte que les personnages de sexe masculin, ils ont, depuis les années 70, je vous avais dit, dans les années 70, il y avait vraiment une bipolarisation des rôles. Hein, ce que faisait l'un, l'autre ne faisait pas. Alors que là, ces personnages masculins, il y a des hommes qui travaillent, mais il y a des hommes qui travaillent et qui sont pères aussi. Il y a des hommes aussi qui sont non-pères et qui jouent tous les rôles. C'est très bien. C'est pas ce qui est arrivé aux personnages de sexe féminin et notamment à cette pauvre maman ours. Maman ours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le care. Et on a retrouvé des choses assez étonnantes. Et ce que je vous montre là, hein, c'est illustration je le rappelle, des données statistiques. Hein, pour que ce soit un peu plus... j'égaye aussi, comme dans les manuels scolaires. Alors, maman ours, elle soigne. Vous voyez, elle est à genoux. On a retrouvé aussi, dans la littérature de jeunesse, des mères qui servent debout. Pour moi, c'était une image vraiment du 19e siècle. La mère qui sert à table et qui est debout, on a retrouvé ça. Donc là, elle est à genoux. Vous voyez, elle joue pas, elle soigne, elle console. Alors évidemment, elle est aussi de manière parallèle au père à la cuisine. Et puis, alors, elle ne joue pas véritablement. Elle accompagne, elle surveille. Hein, il y a des images, voilà. Et vous voyez, même la maîtresse, elle est en tablier. Hein. Alors ça, c'est un attribut qui a beaucoup disparu, quand même, le tablier, qui avait été mis en évidence, qui a beaucoup disparu, mais qui, quand même, dans certains livres, peut-être plus idéologiques, qui subsistent. Alors, de quoi se rend-on compte? C'est que, suite aux dénonciations de sexisme, il y a une tension manifeste. Hein. Il y a une volonté de contrôler ce sexisme, sauf dans les ouvrages qui voudraient vraiment montrer avec force un ordre très traditionnel, mais en même temps, on veut continuer à marquer la différence des sexes qui semble nécessaire, et qui semble nécessaire à inculquer aux enfants dès le plus jeune âge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de voir selon les supports, on ne trouve pas d'égalité entre le masculin et le féminin, mais qu'il y a des variations. Et notamment, on a étudié des manuels scolaires de mathématiques dans différents pays d'Afrique, et on s'est rendu compte que selon les pays, le système de genre n'est pas le même. Ce qui veut donc bien dire qu'on peut éventuellement le contrôler. Et donc on peut arriver avec ces études à la conclusion que ce qu'on met en avant, finalement, c'est un masculin qu'on présente comme neutre, comme universel, alors qu'en fait, c'est toujours la marque d'une domination masculine. Alors vous diriez, bon ben ça c'est vous qui étudiez ça, qui voyez ça, etc. Les enfants ne voient pas du tout ça. C'est ce qu'on nous disait hein, avant de faire les études, les enfants ne voient pas tout ça. Alors on avait fait une étude de réception dans les années 2000
une étude de réception qui était très modeste, puisqu'il s'agissait d'interroger 50 enfants en France, en Italie et en Espagne. Et au départ, pour moi, c'était vraiment une étude vraiment qualitative. Et on avait montré, alors comment avait-on fait? C'est pas facile, les études de réception. À l'époque où la sociologie de l'enfance vraiment commençait, j'allais dire, à se développer, parce que bon, la psychologie de l'enfance était assez naturalisée, étudiée par les psychologues, mais pas forcément beaucoup par les sociologues. Et puis petit à petit, donc aussi étudiée au prisme du genre. Alors depuis, je vous encourage, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées. Et j'espère qu'Olivia Samuel nous parlera du travail avant la naissance et de montrer que cette construction du genre, notamment avec l'échographie, elle commence aussi avant la naissance. Alors on a construit des images, et on a construit d'abord cette image-là d'un ours qu'on voulait ambigu. Il est gros, gras comme un ours, enfin bon, il a une corpulence d'ours, un geste menaçant, des griffes, et puis soit on lui met un tablier, soit on lui met pas de tablier. Vous constaterez que c'est noir et blanc, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de petits cœurs, il n'y a pas de rose, il n'y a rien du tout. Et si on met un tablier, les 3/4 des enfants, là je prends globalement dans les 3 pays, alors d'abord, premier résultat, il y a très 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 peu d'enfants qui disent, donc on demandait qu'est-ce que tu vois, donc c'était des enfants de 8 ans, de classe moyenne et plutôt supérieure, c'est-à-dire qui avaient été soumis à la lecture, et on se présentait, excusez-nous, on se présentait comme illustrateur et illustratrice, et d'images pour des plus petits, en leur disant, ben voilà, qu'est-ce que verrait un plus petit, Donc l'idée, c'était, même si c'était fait dans des écoles, dans les bibliothèques des écoles, de ne pas voir ça comme un test, de ne pas voir ça comme une bonne réponse. Premièrement, peu d'enfants disent qu'ils ne peuvent pas sexuer. Donc on leur demande qui c'est, bon, etc. Donc après, il y a tout un discours qui se déroule. Les enfants aiment beaucoup ces images d'ours. Peu d'enfants ne sexuent pas. Les 3/4, donc vous voyez, voient un ours en tablier et très vite reprennent avec un pronom de genre féminin. Elle fait la cuisine ou elle appelle quelqu'un. Vous voyez, elle peut faire n'importe quoi avec son tablier. C'est pas ça qui est important. Donc on a eu tout, parce que les enfants connaissent bien toutes les tâches ménagères, elles raccommodent, elles passent l'aspirateur, elles accompagnent les enfants, etc. Ça, c'était assez fabuleux du point de vue du vocabulaire. Et donc ici, donc il y en avait quand même 1/4 qui voyaient des personnages de sexe masculin, notamment des personnages soit qui avaient un métier, cordonnier, soit qui mangeaient. Et l'idée qu'ils mangent un peu salement, il leur faut une bavette. Ça, je ne l'invente pas, c'est des termes. Là, l'intérêt, c'est que le tablier n'est pas vu avec une fonction, dans une fonction pratique. Je mets un tablier pour ne pas me salir, etc. Il est vu comme vraiment un attribut féminin qui précise un rôle féminin. On avait montré une deuxième image, on en montrait beaucoup, mais je vous montrais que c'est là. Alors là, toutes féministes que nous étions, on a fait une très grossière erreur. Parce que sur alors je vais vous demander d'essayer de la trouver, quelle erreur on fait, parce que même si on fait des tests, ça arrive dans toutes les études, il y a des erreurs qu'on fait. Alors là, alors il y a toujours un tout petit nombre d'enfants qui malgré, bien qu'on les pousse dans les retranchements, qui ne sexuent pas. Et puis 100%, sinon on voit un personnage de sexe masculin, que ce soit en Italie, en Espagne, en France, etc. Et une des phrases clés, alors d'abord les enfants aiment beaucoup cette image. Alors vous voyez un ours dans un fauteuil, etc. Mais les enfants voient beaucoup plus de choses que nous, ils ont plus d'imagination, ils voient l'ours dans le fauteuil, qui est bien, qui a beaucoup travaillé, qui rentre, qui est très fatigué, et qui sent la soupe qui se prépare dans la cuisine. Ou autre chose, un autre plat, etc. Donc l'image est beaucoup plus polysémique que nous, en tant qu'adultes. Moi, je n'imaginais pas la soupe qui se prépare. Et vous voyez, c'est à cause du fauteuil. Je dis que c'est le papa, le fauteuil, il appartient au papa.
Donc avec l'idée que dans les livres, bien effectivement, il y a toute une série de symboles qu'on va utiliser. Alors, quelle erreur a-t-on faite sur cette image? Pourquoi les enfants ne pouvaient, et ils l'ont dit très clairement, ne pouvaient pas voir un personnage féminin? Alors, à cause du ventre, ça aurait pu être une femme enceinte. Enfin, un ours enceinte, excusez-moi. La manière dont il est assis. La manière dont il est assis. Alors, et ça renvoie à ce que je vous ai dit sur l'incorporation. Les petites filles, quand on leur disait « Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir une maman ou une dame, etc. » Et elles disaient très clairement ce que n'a dit aucun petit garçon, ça ne peut pas être une maman parce qu'elle se tient affalée, effondrée dans le fauteuil. C'est-à-dire qu'à 8 ans, 9 ans, les petites filles, et pourtant les petits garçons peuvent être sur les mêmes bancs de l'école, vous voyez bien qu'il y a 2 standards qui se construisent, les petites filles ont intégré que ça, ce n'est pas la position à avoir. Ça, je dois dire, très franchement, qu'en lisant, parce que ça pouvait être en Italie, en Espagne, en lisant ces entretiens, c'est quelque chose qui m'a fait un peu pleurer, parce que, voilà, là, on voyait vraiment cette incorporation, alors qu'aucun garçon, effectivement, n'a dit ça. Alors, on posait toujours la question, mais pour qu'on voit, si je veux qu'on voit un personnage de notre sexe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors là, la réponse est toute trouvée, il faut la mettre dans la cuisine, il faut la mettre à éplucher les patates, etc. Il y a eu une petite publication là-dessus, sur cette étude. Donc, on se rend compte que dès l'enfance et dès la petite enfance, et maintenant, comme je disais, les collègues qui s'intéressent même avant la naissance le montrent, nos sociétés fabriquent des filles et des garçons, et que qu'est-ce qui se passe? C'est que les enfants vont être confrontés à des attentes différentes, vont faire des expériences différentes, notamment par les jouets qu'on va leur donner. Alors les enfants jouent et c'est comme ça qu'ils expérimentent le monde, mais selon les jouets que j'utilise, les jeux auxquels je joue, eh bien, je ne fais pas les mêmes expériences. Je peux faire l'expérience de la verbalisation en jouant à la poupée, de faire attention à l'autre. Quand je joue avec un jeu de construction, je développe d'autres compétences. Si je joue au football, je travaille sur l'espace, etc., etc. Et donc, comme ça, mine de rien, en ayant l'air de penser que c'est le goût des enfants, leur personnalité, il y a des compétences différentes qui se forgent et des parcours différents, c'est ce que vous montriez, des parcours différents qui vont se jouer jusque dans l'orientation, vous le voyez ici, bien l'orientation des filles et des garçons. On a dans les formations paramédicales et sociales 85% de femmes dans ces orientations et à la base, on a 27% simplement de femmes dans les formations d'ingénieurs. Tout ça, ce n'est pas le fait du hasard, mais de cette construction du genre qui se fait, j'allais dire, à tous les instants auxquels on n'échappe pas. On va aux toilettes et on a les petits signes femmes-hommes, etc. Donc c'est à tous les instants qu'on construit ce genre. Alors j'en arrive à la deuxième partie et j'espère que je ne déborde pas au niveau du temps. Un petit peu, ça ne va pas du tout. À deuxième partie, mais je vais être plus courte parce que je vais juste poser des séries de questions. Quel projet possible en bibliothèque? En sachant que ce n'est pas une question, c'est une question qui a été posée. Et notamment, j'ai participé à un projet passionnant dans une bibliothèque dans la banlieue de Bruxelles, à Saint-Josse. Et je vous ai mis les références de cette bibliothèque où on s'est posé la question qu'est-ce qu'on peut faire en bibliothèque? Alors, la première question, c'est d'analyser la collection de bibliothèques. Enfin, quand je dis bibliothèque ou BCD, etc. Et aujourd'hui, les bibliothèques sont plutôt d'ailleurs des médiathèques, elles sont riches. Et on peut se poser toute cette série de questions. Alors, j'attire tout de suite votre attention sur une chose. Puisque j'ai parlé d'études quantitatives. Il ne s'agit pas de se demander si dans un livre,
dans un livre, dans une vidéo, il y a autant de filles que de garçons, d'hommes et de femmes. Ça ne nous intéresse pas, surtout dans les livres pour les plus petits. Il est bien évident qu'on ne va pas avoir 50 000 personnages, on va peut-être en avoir 2, on va peut-être d'ailleurs en avoir qu'un, etc. L'idée, c'est de se poser la question au niveau de la collection. C'est-à-dire, même si je suis adulte, que j'offre des livres à un enfant, à un moment, c'est de se dire, parmi toute la masse de livres que je lui offre, puisqu'on offre beaucoup de livres, est-ce que j'arrive à apporter une certaine diversité? Je peux avoir que des livres qu'avec des personnages de sexe masculin, ça ne me gêne pas, mais est-ce que j'arrive à contrebalancer, etc. Donc c'est ça, cette analyse qui peuvent être faits. Quelle diversité dans les représentations, que je n'ai pas toujours des mères à la cuisine, etc. Les thématiques, les questions que ce n'était pas forcément posées dans la première constitution de la liste de 2002. Quelle situation novatrice en matière d'égalité? À qui s'adressent les ouvrages? Est-ce que les livres qui parlent d'égalité, ce n'est pas des livres pour les filles, qui, par des symboles, du rose, etc., les titres, etc. Quelle place je donne aux autrices, aux illustratrices? Et comment je classe au niveau des bibliothèques? Ça, c'est une question qu'on s'était posée à Saint-Josse, à savoir, est-ce que je fais un rayon égalité? Le choix qui a été fait, c'est de dire on met une pastille sur les livres qui sont particulièrement novateurs en termes d'égalité ou qui proposent un projet émancipateur, mais on les met dans tout le reste de la bibliothèque. Mais il sera repéré pour qu'effectivement on puisse faire des animations et repérer les livres assez facilement sur ce sujet. Donc l'idée, c'est pas de se focaliser sur un ouvrage, mais de se poser toujours la question, est-ce que j'ai bien une diversité de modèles humains et une multiplicité de relations? Deuxième question, s'interroger sur l'organisation de l'espace. Et là, je vous conseille de regarder un petit documentaire extraordinaire de 2014 que vous allez retrouver en tapant sur le site Genreimage, que je vous conseille parce que c'est un site avec des outils pédagogiques sur la question, où on voit une petite fille décrire sa cour de récréation. Alors, le documentaire qui fait 14 minutes n'est pas en entier sur Genreimage, mais vous aurez une première partie sur le sujet. Et vous verrez comment une petite fille qui a 8 ans aussi, elle ressent les choses. Qu'est-ce qu'elle dit, comment elle l'analyse et comment elle ressent les choses. Troisièmement, il faut observer nos pratiques. Qui anime quoi? Qui anime l'heure du conte? Qui fait une conférence sur les jeux vidéo, etc. Quel discours on a vis-à-vis des enfants? Est-ce qu'on dit, ou des jeunes, les filles, les garçons, etc. Et comment on gère les groupes? Parce que tout ça, ça peut être une question à l'école, ça peut être en bibliothèque, etc. Comment on gère les groupes? Vous savez, la question de mettre une fille à côté d'un garçon pour qu'ils se tiennent tranquilles, etc. Donc, il faut observer, faire une observation bienveillante de ces pratiques. Et pour conclure, je dirais, j'énoncerai quelques principes. L'idée, c'est, on est dans une société démocratique qui prône l'égalité et la liberté, et de se dire que ces représentations, elles peuvent être mutilantes pour les filles comme pour les garçons, même si c'est les filles qui vont plus tard, petit à petit, subir plus d'inégalités. Et l'idée que finalement, c'est contraire au principe de développement de notre individualité, de notre personnalité. Et donc, je pense que ce qui est très important, et c'est notre rôle d'adulte et de pédagogue, à avoir un regard réflexif pour comprendre les rapports de pouvoir et l'intrication des rapports de pouvoir. Parce qu'il y a les rapports de sexe, il y a les rapports d'âge, les rapports d'origine, de classe, etc. Et que finalement, ce qu'on souhaite, c'est finalement ouvrir pour, à chaque enfant, ouvrir tous les possibles. Voilà ce qu'on pouvait dire. Parole à Sophie Carquin, peut-être en lui disant comment, ce qu'il a animé quand elle s'est lancée dans le projet, et puis même question pour Pauline ensuite. Alors, bonjour.
Moi, ce qui m'a vraiment motivée, c'est cette obsession que j'avais de l'autocensure chez les filles et chez les petites filles et chez les plus des adolescentes. Vous en avez très bien parlé. Et, enfin, il suffit de rappeler quelques chiffres. Il y a effectivement, les filles sont plus douées à l'école, petites, enfin, obtiennent de meilleurs résultats. Elles ont plus souvent des mentions au bac, mentions très bien au bac S notamment. Ça, c'est des études que j'ai pu des chiffres que j'ai pu repérer quand j'ai écrit des articles sur le sujet. Et elles s'orientent vers des métiers, vers des professions. Effectivement, on l'a vu plus souvent autour du Caire. On retrouve 12 à 17% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Bref, il y a une espèce d'autocensure qui se poursuit par un complexe d'imposture plus tard. Tout se joue très tôt et en fait, ce qui manque aux filles, c'est des rôles modèles, ce qu'on appelle des rôles modèles, donc des modèles qu'on retrouve. On trouve plus souvent des garçons, plus souvent des hommes, et moins souvent des filles dans la réussite, et surtout effectivement du côté de l'universel. Ce que j'ai vu aussi, c'est que le sexisme débute dès la maternelle. J'ai écrit un article pour Madame Figaro, c'est pour ça que je reprends dans la préface, parce que c'est un article très récent pour lequel on a fait faire une enquête exclusive pour ce magazine. Donc, un enfant sur 5 est victime de conduite sexiste à la maternelle, conduite sexiste entre enfants, entre pairs, ou même de la part des enseignants, il faut bien le dire, hein, ça existe. Notamment dans les cours de récréation, on sait bien que les petites filles sont plutôt recroquevillées sur des bancs et les garçons occupent l'espace. Et ce sexisme, il se poursuit pour atteindre 40% au lycée. Donc il y a des conduites sexistes de l'ordre de 40%. Donc voilà, tout ça fait que j'ai eu envie de proposer ce projet à Albin Michel Jeunesse. Entre le moment où on a conçu le projet avec Pauline, il y a eu des tas d'ouvrages qui sont arrivés. Il y a eu une espèce d'essor éditorial autour de ça. Donc en tant qu'autrice et illustratrice, je crois qu'on a eu un petit peu peur. Et l'éditrice aussi, parce qu'on voyait les projets arriver. Alors, rendons à César, Césareux. Le premier, c'est Histoire du soir pour filles rebelles, publié aux éditions des Arènes, et qui a été écrit par deux autrices italiennes, illustratrices italiennes, et qui a remporté beaucoup de succès. Je voulais l'apporter, mais il est vraiment très lourd, et qui continue à avoir du succès. Donc celui-ci, moi, ne m'a pas empêché de concevoir ce projet, mais ensuite j'ai vu arriver les inventrices, les icônes noires, femmes et hommes d'ailleurs, donc des tas de livres. Et à notre grande surprise, ça finit par être une surprise et évidemment un grand plaisir, le nôtre plaît énormément. Voilà. Un peu d'auto-complaisance. Voilà. Alors il plaît beaucoup et je crois que effectivement, comme on en parlait un petit peu avec Armelle, c'est parce que moi, j'ai essayé de rechercher des anecdotes dans la vie de toutes ces femmes, d'écrire des textes un petit peu légers qui les montrent effectivement comme des femmes, comme des petites filles qu'elles ont été, presque comme les autres, et qui ont réussi à surmonter des obstacles pour devenir des grandes femmes de l'histoire. Donc, on en parle de façon un peu décontractée, avec des anecdotes. Effectivement, on s'inspire de leur vie pour avoir cette petite leçon de vie, pour écrire une petite leçon de vie. Donc, par exemple, pour Ella Fitzgerald, entre femmes, il est important de s'aider, comme Marilyn l'a fait, puisque elle, Marilyn Monroe, l'a beaucoup aidée dans sa carrière. On appelle ça la sororité. Donc, à chaque fois, chaque portrait de femme donne lieu à cette petite leçon de vie qui permet de s'approprier ce destin extraordinaire. Effectivement, on essaie de ne pas être dans la représentation d'icônes sur papier glacé. Ça, je te laisserai en parler, Pauline, si tu veux. Mais juste, donc, moi, ce qui m'a été aussi très important, c'est de parler de la libération du corps aussi, de choses dont on ne parle assez peu dans les ouvrages jeunesse, pour les adolescentes, surtout. C'est surtout important pour les adolescentes. Parce que la fille, elle n'est pas encore très à l'aise dans son corps. Et vous m'avez très bien montré avec les jeux, le petit ours brun qui joue. La fille, on la voit plutôt corsetée. Donc là, dès que je pouvais,
que ce soit à travers l'histoire d'Annette Kellerman, qui est une femme, une nageuse olympique, qui s'est fait arrêter sur la plage de Boston parce qu'elle était en maillot de bain. Enfin, maillot de bain à l'époque, elle s'est vraiment fait arrêter par des policiers. Le maillot de bain, il allait quand même jusqu'aux genoux, mais voilà, elle n'était pas en maillot de bain jusqu'aux chevilles, donc ça n'allait pas. Donc la libération du corps, très important. J'en parle aussi à travers le personnage de Frida Kahlo, qui était, comme vous savez, handicapée, et qui a réussi à surmonter tout ça, son handicap. Et c'est, comme par hasard, un des personnages féminins qui plaît le plus aux petites filles aujourd'hui. Il y a un véritable engouement autour de Frida Kahlo. À travers Leila Slimani aussi, bon ça c'est peut-être un peu plus délicat d'en parler comme ça, mais Leila Slimani, comme vous savez, qui est prix Goncourt 2016, comme très peu de femmes l'ont été, prix Goncourt, elle était très contente de venir en France pour pouvoir s'habiller en mini-jupe. Voilà. Et, bon, disons-le. Voilà. Le corps, c'est pour les adolescentes et pour les petites filles un nouveau cheval de bataille aujourd'hui. Il y a une espèce de décomplexion autour des règles, autour la dénonciation de la perfection portée sur le corps. Voilà, donc ça c'est aussi pour moi, c'était aussi important. Ce qu'on appelle le fameux body positive. Hein. Les filles militent pour la bienveillance autour du corps. Donc voilà tout ce qui m'a motivée pour écrire ce livre, dans lequel moi j'ai essayé. Après, je te laisse vraiment la parole, Pauline. Non. J'ai essayé de. Il y a un ordre qui est. Enfin, on les a classés selon plusieurs dénominations, les aventurières, les femmes de l'art, les militantes et je ne sais plus trop qui, les scientifiques, évidemment, très important les scientifiques aussi, puisque les filles qui sont si bonnes s'orientent si peu vers les sciences. Mais il y a un autre classement sous-jacent, c'est les invisibles, ces femmes qu'on a invisibilisées dans l'histoire, comme Mileva Maric, la femme d'Einstein, qui a participé vraiment à ses travaux. Hein. Il n'aurait rien fait sans elle. Enfin, il aurait peut-être fait quelque chose quand même, mais pas tout à fait. Et donc, dont le nom n'est jamais apparu nulle part. Oups, pardon. Donc, Mileva Maric, là, ça, c'est vraiment un exemple de femme invisible. Il y a les pionnières aussi, très important. Donc, celles qui ont été les premières. Amelia Earhart, alors qui est une femme qui plaît beaucoup aux petits garçons. Parce que les petits garçons, ça leur plaît, notre livre. Hein. Amelia Earhart, parce qu'elle était la première à traverser l'Atlantique en avion. Et les résilientes. Voilà, il y a les invisibles, les pionnières, les résilientes, comme justement Frida Kahlo. Je trouve qu'elle est magnifique. Voilà. Frida Kahlo. Maintenant, je dirais que ce qui manque, ce serait de représenter les garçons dans les métiers du care. Et en fait, ils ont besoin aussi de rôle modèle là-dessus. Moi, je dis ça parce que je suis en train de terminer un article aussi sur ce sujet. Pourquoi si peu de garçons dans ces métiers-là ? Donc, on manque de rôle modèle pour les montrer. Nounous, éducateurs de jeunes enfants, aides-soignants, etc. Coiffeurs aussi. Voilà. Donc ça, Pauline, hein, le prochain livre. On a aussi intégré des femmes qui vivent encore, hein, qui sont encore vivantes, comme Claire Nouvian, Claire Nouvian, donc, qui est une écologiste qui a obtenu le prix Goldman en 2018, qui est vraiment très très forte, qui se bat contre les lobbies, et voilà. Et la fameuse Noah Baz, c'est notre préférée, notre femme contemporaine préférée. Elle est venue au Salon du Livre de Paris pour signer avec nous. C'est une femme libanaise, donc aujourd'hui on parle beaucoup de la révolution au Liban, c'est pour ça que j'en parle aussi, et qui a une vie incroyable, mais tout à fait faisable. Enfin, je veux dire, c'est une femme d'aujourd'hui qui, à 20 ans, s'est retrouvée aux urgences de l'hôpital de Beyrouth, et qui était la seule femme, donc à soigner, à récupérer des blessés de guerre qui étaient dans des états terribles. Et puis, elle reçoit un jour, donc toute jeunette, à l'hôpital, un petit garçon un père et un petit garçon, ils ont fait des kilomètres, le petit garçon est gravement malade, et il va mourir sur le chemin du retour parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le soigner. Et l'hôpital refoule le petit garçon. Donc là, ça a été pour elle un traumatisme total.
Tout ça pour dire qu'elle a donc décidé de créer une association qui s'appelle Les Petits Soleils et de se dévouer pour soigner bénévolement les enfants de la guerre qui viennent de Syrie, etc. Donc cette femme, elle existe, elle est très joyeuse, elle est venue donc avec nous pour signer le livre. Et les parents étaient tellement contents parce que nous, on est bien, mais on fait pas la même chose. On écrit, on illustre. Et elle était là et les parents disaient regarde cette dame. Elle voulait, en fait, ils voulaient surtout la signature de Noah. On était un peu vexés parce que ils voulaient qu'elle signe là. Non, mais bon, on était ravis évidemment. Donc voilà, ces femmes, elles existent. Donc ça donne quand même effectivement des modèles inspirants aux petites filles et aux petits garçons. Une étude en Afrique, c'est ça, je crois, où vous montriez qu'il y avait des styles de genre, c'est ça, hein, différents. Ça m'a interpellée. J'aurais aimé savoir ce que vous aviez vu dans cette étude. Cette méthode qu'on a publiée et qui ont étudié excusez-moi, des manuels de mathématiques donc, dans différents pays. Donc c'est la même méthode qui permet vraiment une comparaison. Et effectivement, on voit que on ne retrouve pas forcément les mêmes inégalités qui sont montrées dans chacun des manuels. Alors c'est vrai que là, je l'ai plus en tête, mais ce qui est intéressant, c'est par exemple, alors je ne sais plus, je pense que c'est en Côte d'Ivoire, on montre beaucoup les femmes travailler en situation professionnelle, même si c'est de l'informel, et ça correspond à la réalité. Donc elles sont plus en situation de travail que dans d'autres pays. Donc on voit qu'effectivement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément, quand on écrit, mais c'est nos collègues illustratrices et autrices qui pourraient nous en dire plus, il n'y a pas forcément une volonté de discriminer, j'allais dire. Mais il n'empêche que si on est attentif et selon ce qu'on veut mettre, on peut faire attention, évidemment, on peut faire attention aux représentations qu'on fait circuler, etc. C'est ça qui nous semblait intéressant, c'est de voir que on n'est pas obligé de rester dans l'automatisme de reproduction des stéréotypes. Alors, ça a été publié, il y a eu des comparaisons entre pays qui ont été faites. Et qui montrait vraiment que cette construction, ce qui montre aussi que ce système de genre, il peut se recomposer aussi, et que c'est pour ça qu'on a du mal aussi à lutter contre ces inégalités. C'est que il est évolutif, il est mouvant, il peut se recomposer, et que donc il y a une attention toujours à avoir. J'avais une question. Il me semble qu'il y a des gens du réseau des médiathèques de Saint-Quentin. Donc Armel Rigaud nous a expliqué que vous aviez travaillé justement sur cette question, comment constituer une bibliothèque non sexiste. Est-ce que l'une d'entre vous serait prête à nous exposer un peu votre démarche ? On s'est posé la question sur ce que ça voulait dire déjà une bibliothèque non sexiste. On a limité sur les thématiques, on s'est tenu sur la famille, l'école, la lutte contre les injustices, l'égalité filles-garçons. On n'a pas mordu le trait jusqu'aux violences. On s'est posé la question, on s'est dit faut pas éviter le sujet. Puis après on s'est dit mais il y a beaucoup. Donc comment on rééquilibre? C'était un peu la question que vous posiez sur les représentations et comment sur la quantité, mais pas seulement la quantité, sur la qualité, pour qu'il y ait aussi des sujets non évacués, mais aussi des collections équilibrées, quoi. Donc, voilà.
avec Cécile, on est peut-être un peu plus âgés que certaines d'entre vous, et on se disait que finalement, ce qui a marqué notre enfance en termes de lecture, c'était pas forcément Martine, mais ça pouvait être aussi Fifi Brindacier, qui elle était une fille rebelle dans ce contexte-là. Seulement c'était il y a 40 ou 50 ans. Donc plutôt 50 que 40 d'ailleurs. Si mes souvenirs sont bons, Astrid Lindgren, c'est un petit peu plus ancien que ça. Donc elle était rebelle, mais nous, il nous a semblé que dans notre enfance et notre adolescence, on n'était pas si rebelle que ça. On suivait l'air du temps, on avait tenu compte effectivement des enseignements du côté des petites filles ou de Benoît de Groot ou de voilà ce genre de livres. Et il nous semblait que c'était évident qu'on n'avait pas besoin d'être rebelle pour être une femme autonome, enfin pour être un être humain tout simplement, quoi, sans avoir à se distinguer en termes de genre. Alors que ce qui nous paraît, enfin ce qui me paraît, en tous les cas un petit peu choquant maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'on revient très très en arrière par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire que ce qui semblait acquis il y a 40 ans, c'est à nouveau remis en question et ça revient à nouveau sur le tapis. Et alors, je dis pas que effectivement les études elles montrent des choses qui sont des réalités, hein, c'est un fait. Bon, il y a plus de représentation masculine que féminine dans les livres, la littérature pour les jeunes. Il n'empêche qu'on peut raconter différemment aussi. On peut, est-ce qu'une bibliothèque non sexiste est excluante ? Ça, je ne le crois pas. Enfin, il me semble qu'on peut très bien montrer les albums du Père Castor, comme on les a lus quand on était enfant, comme voilà. Et puis en même temps, raconter, mettre le doigt sur Papa Ours qui lui se fait servir son bol, et puis le deuxième bol et le troisième bol, et puis se demander est-ce que c'est pareil à la maison avec les enfants. Voilà. Bon, ça c'était des réflexions diverses et variées. Moi, Cécile, avec qui j'ai travaillé, on a également, moi je représente la BU, voilà, et on a travaillé avec l'ensemble de mes collègues bibliothécaires. Quand on a su que cette belle conférence aurait lieu ici, on s'est toutes mises à l'ouvrage avec notre collègue masculin. Parce que je dis que la bataille, elle se gagnera avec les hommes. Nous, on s'est dit comment traiter le sujet. Il est tellement passionnant, il est tellement vaste, il est tellement engagé, je dirais, qu'on a essayé, c'est une bibliographie, on l'a appelée sélective et non pas exhaustive. Donc nous sommes très intéressés en tant que bibliothécaires par votre bibliographie, j'espère que vous nous la laisserez pour qu'on puisse enrichir nos fonds documentaires. Je pense que le féminisme, il aura toujours lieu. Il sera peut-être différent, et tant mieux. Ça veut dire qu'il y a des victoires qui ont été quand même gagnées, même si on revient par moments en arrière. Et dans certains pays, alors là, j'en parle même pas au niveau du droit de l'avortement, hein, donc là, c'est scandaleux. Je pense que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles voient différemment le féminisme. Elles n'opposent pas les hommes. Elles, c'est plus au niveau du corps. Je trouve, elles abordent beaucoup plus leur féminité avec montrer les formes, alors que nous, dans les années 70, on le cachait. Hein, c'était 70-80, c'était Saint-Laurent, c'était Dépêche Mode, David Bowie, on se maquillait, les hommes se maquillaient, les filles se masculinisaient, le genre était, on commençait à être en fait fille-garçon, hein, c'était intéressant. Après, je suis très contente que la littérature jeunesse change. Alors là, bravo les filles, hein, j'ose dire. Hein, parce que moi, j'ai le souvenir du Martine. Mais c'est terrible, Martine. Mais quand j'étais petite fille, j'en avais pas conscience. Moi, je la trouvais mignonne avec son petit chien. Hein, il courait partout, il était mignon, elle était jolie, elle courait, elle vivait, elle était avec ses petites copines. Bon, voilà. Et puis après, quand on prend un petit peu plus d'âge, on regarde, on dit, waouh, d'abord c'est nièce, et puis c'est vrai, c'est pas passionnant. Mais aujourd'hui, je vois pour mes petites nièces, ça bouge quand même, ça bouge. Alors, une dernière chose, je voulais déjà remercier pour l'intervention Armelle, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure. Et puis pour vous aussi, d'avoir eu de venir jusqu'à Saint-Quentin en Yvelines quand même, c'est gentil. Et je suis très heureuse et très honorée même de pouvoir accueillir en toute première l'exposition. Et là où je suis vraiment contente, c'est que les jeunes hommes viennent nous voir, nous remercient.
ont un autre regard. Alors je pense que c'est bien, que cette jeune génération-là, vous allez tout changer, l'environnement et les femmes, à vous, hein, de nous changer le monde positivement, je l'espère. Nous, ce qu'on a observé, c'est que en fait, ces stéréotypes filles-garçons se diffusent de l'ensemble de la société, mais ça commence par les familles. Tout petit, au sein des familles, il y a des modèles qui se transmettent, et des fois, pas forcément consciemment, c'est-à-dire que les parents ne font pas en sorte de discriminer leurs filles ou leurs garçons, et parfois ne se rendent même pas compte en fait qu'ils ont des comportements différenciés. Et ce que l'on observe aussi, c'est qu'il y a un effet très fort de l'extérieur, du marché. Là, on a regardé ça par exemple pour les vêtements, hein, même si on dit que c'est une caricature, le rose et le bleu, mais ça marche quand même, c'est vrai, et tout est très segmenté selon la couleur. Mais du coup, sur tout ce qui est jouet et la littérature, le marché joue un rôle important. Et c'est vrai que les parents, mais ils achètent ce qu'on leur propose dans les librairies, ce qu'on leur propose dans les bibliothèques, et le fait de promouvoir en fait des bibliothèques beaucoup plus équilibrées, et bien ensuite ça rentre dans les familles. Donc ça a un impact bien au-delà même des écoles, mais aussi dans les familles où ça permet de diversifier les horizons, les possibilités, les regards, les représentations du masculin et du féminin. Et c'est extrêmement important que ça passe aussi par là. Donc il faut penser ce que les parents font, ce que les enseignants font, mais aussi ce que le marché nous propose et dont on est extrêmement dépendant en réalité. On disait à quel point les sciences, c'était important que les filles s'approprient le monde des sciences. Beaucoup de coffrets de chimie avec le garçon qui réalise l'expérience et la fille qui regarde et qui admire. Ça, il y en a encore aujourd'hui, hein. Je ne citerai pas de marque, mais... Et puis ce que vous disiez tout à l'heure sur filles et garçons ensemble, ça c'est vraiment aussi la caractéristique de ce nouveau féminisme 2.0 qui se joue à travers les réseaux sociaux, etc. Chez nos filles, la fameuse génération Z, on balance des formules comme ça, mais les filles qui sont au lycée aujourd'hui, et moi je le vois dans les interventions scolaires que j'ai pu faire en France, là, ou même en Suisse, où les petits garçons sont très intéressés. Je parlais d'Amelia Earhart, mais bon, parce qu'elle est elle fait de l'avion. Bon, on se refait pas non plus, hein, on va pas non plus effacer tous des siècles et des siècles de culture. Mais la révolution féministe va se faire filles et garçons ensemble. Et les garçons, parfois, en intervention scolaire, ils lèvent le doigt et j'ai pu dire, vous savez que quand elles font le même genre de travail, exactement le même nombre d'heures, vous savez de combien les femmes sont payées moins que les hommes? Ça vous semble pas incroyable? C'est un garçon qui a levé le doigt, il a dit 17%. Donc ils sont bien au courant, les petits garçons aussi. Sur la question du rôle des garçons, parce que les filles, si on leur demande d'être rebelles, ça s'ajoute à d'autres demandes sociales. On met beaucoup la pression sur les filles pour qu'elles ne se resservent pas de purée à table, qu'elles fassent attention à leurs lignes, qu'elles fassent attention à leur propreté. On ne traite pas du tout la propreté de la même manière pour les filles et pour les garçons. On n'embête pas les garçons autant qu'on embête les filles avec ça. Et là, on rajoute l'histoire de vous devez vous battre. Bon. Je pense que une partie du combat et une partie de la diminution des inégalités passe aussi par un travail des garçons, et notamment sur les garçons dans la construction de la virilité et de ce que c'est d'être un garçon si c'est pas d'être dominant. Et tant qu'on n'aura pas travaillé ça, on continuera à perpétuer des inégalités. Donc c'est pas forcément sur les garçons aidants qu'il faut travailler, mais plutôt sur ceux qui résistent, parce qu'ils sont dans des situations peut-être d'intersectionnalité où ils sont eux-mêmes dans une position dominée parce qu'ils sont racisés ou parce qu'ils sont pauvres. Alors, si en plus on leur enlève la domination masculine, qu'est-ce qu'il leur reste? Il y avait ce slogan à la conférence préparatoire de Pékin en 1993 à Vienne, enfin, un slogan qui peut aujourd'hui sembler un peu étrange, mais le slogan c'était de dire les droits des femmes sont des droits humains. C'est ça qu'il a fallu défendre. Et défendre les droits des femmes, moi je revendique ce terme de féminisme, de même que celui d'antiraciste, etc. C'est défendre les droits des femmes comme des droits humains, et ça fait avancer les droits des hommes et des droits des femmes. En sachant que le féminisme
n'a jamais tué personne, hein, contrairement à d'autres idéologies. Donc je crois que c'est aussi très important parce que il faut faire attention au mouvement antiféminisme et masculinisme qui nous oblige à repenser les choses. Hein. Le féminisme, c'est vraiment défendre cette égalité. L'accès de la femme à l'universel, enfin, comme si l'homme était le seul représentant de l'universel. C'est ça qui me choque beaucoup, moi aussi. La femme, on sait bien que la parole publique est beaucoup moins prise par la femme dans les médias. Elles ne sont que 30% à peu près à prendre la parole comme des expertes, alors qu'elles sont toujours interviewées plus pour des micro-trottoirs où on donne leur prénom, justement. Elles sont moins présentes dans la sphère publique, en fait. Pourquoi ? Au nom de quoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la parole pour parler politique, pour parler en tant qu'experte ? Voilà. Il y a un très beau livre pour petits garçons, à destination des garçons, qui s'appelle « On n'est pas des super-héros », qui est complètement le pendant de ça et qui revient à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire les icônes, cette espèce de pression sociale pour être soit le dominant, soit l'extraordinaire. Voilà, ça ramène les petits garçons à le droit de ne pas être hyper athlétique, de pas être dans le stéréotype aussi social masculin qui doit être aussi désagréable pour une grande majorité de petits garçons quand ils répondent pas aux critères.